Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez particulier. C'est The Boron Letters, Oui, de Gary Albert, une vraie légende de la publicité. une légende. Mais ce qui est fou, c'est le contexte. Il n'a pas écrit ça depuis un bureau de luxe à Manhattan, hein. Non, pas du tout. Il était en prison, En prison, au camp de prisonniers fédéral de Boron, en Californie, et il écrivait ses lettres à son fils, Bond. c'est ça. Et ça donne un ton euh, complètement différent. C'est brut, c'est direct. C'est pas un livre de marketing classique, tu vois, policé, théorique. C'est un père qui transmet vraiment l'essentiel, sans aucun filtre. Exactement. C'est un mélange de leçons de vie, d'une discipline quasi militaire et de stratégies marketing qui sont d'une efficacité redoutable. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu, de voir comment cette philosophie de vie forgée dans l'adversité est en fait le moteur de son génie. Mhm. Bon, alors quand on pense le son d'un génie du marketing, on s'attend à des secrets sur la psychologie de vente, des techniques de rédaction, Et lui, il commence par l'exercice physique. Sérieusement. c'est ça. Sa première lettre, c'est «Va courir». Ça m'a vraiment interpellé, ça semble tellement décalé, quoi. Ça l'est. Et c'est pour ça que c'est génial. Pour lui, tout part de là. Il a ce principe fondamental qui sous-tend absolument tout le reste. Ton état physique conditionne directement ton état mental. Et donc la qualité de tes idées. Exactement. Il appelle ça le road work, la course ou la marche rapide tous les matins, sans exception. Et le but, c'est pas juste d'être en forme, c'est ça? Non, le but, c'est de créer ce qu'il appelle une dépendance positive aux endorphines. C'est pour obtenir une clarté d'esprit qu'il juge essentielle pour faire un travail créatif de haut niveau. En prison, c'était sa seule façon de garder le contrôle. C'est une discipline qui va au-delà du physique, alors. Il parle beaucoup de s'endurcir mentalement. Il raconte comment il se servait des provocations des gardiens, pas comme une source de frustration, mais comme un entraînement, en fait. Tout à fait. C'est presque du stoïcisme appliqué. Et ça débouche sur un concept clé pour n'importe quel entrepreneur, l'autosuffisance. C'est-à-dire, Si tu ne comptes que sur toi-même pour ton état mental et physique, tu élimines toutes les excuses. Tu peux plus dire «Ah, j'étais pas inspiré» ou «Les circonstances étaient pas bonnes». C'est brutal, mais c'est incroyablement responsabilisant. d'ailleurs, son fils Bond ajoute une règle que j'ai trouvée très juste. Essayez les choses au moins 2 fois. Ah oui, ça c'est une pépite, c'est tellement vrai. La première fois que tu tentes un truc nouveau. Une campagne, un logiciel, n'importe quoi. Mmh. C'est presque toujours un brouillon. C'est maladroit, on fait des erreurs bêtes, et beaucoup de gens s'arrêtent là, découragés. Oui, Et Albert dit que le vrai apprentissage, il commence à la deuxième tentative. C'est là que tu peux vraiment évaluer le truc, avec une vision claire des obstacles. c'est tellement vrai. La première fois, on se bat contre l'inconnu. La deuxième, on se bat contre le vrai problème. Et pour gérer tout ça, il donne aussi des outils très concrets, comme cet acronyme que j'ai trouvé brillant, HALT. Oui, HALT. C'est d'une simplicité désarmante. Ne jamais prendre de décisions importantes quand on est hungry, angry, lonely or tired. Affamé, en colère, seul ou fatigué. Exactement. Il savait que dans ces états-là, notre cerveau reptilien prend le dessus. On prend des décisions émotionnelles à court terme. Et souvent désastreuse. C'est ça. Combien de contrats mal négociés parce qu'on était épuisé? C'est une discipline de base avant toute décision. S'assurer que ses besoins fondamentaux sont comblés. C'est la fondation. Si elle n'est pas solide, tout s'écroule. C'est fascinant. Ça va vraiment à l'encontre de l'image qu'on a du marketing. On pense slogan, logo, créativité. Mhm. Mais lui, il dit que tout ça, ça sert à rien si le travail en amont est pas fait. Une fois qu'on a maîtrisé son état interne, c'est quoi la première étape dans le monde extérieur? Et là, on touche au cœur du réacteur Albert. Son conseil le plus important, celui qui revient tout le temps, ça n'a rien à voir avec la rédaction, le produit. Il dit devenez un étudiant des marchés. Un étudiant des marchés? L'erreur numéro un, celle que font 99% des entrepreneurs, c'est de tomber amoureux de son idée, de passer des mois à la perfectionner et seulement après de se demander Ok, à qui je vais bien pouvoir vendre ça? voilà. Albert dit de faire l'exact inverse. Et il a cette anecdote incroyable pour illustrer ça, non? Celle du stand de hamburger. Ah oui, elle est parfaite. Et pose la question, si vous deviez ouvrir un stand de hamburger et que vous aviez droit à un seul avantage, un seul, Lequel vous choisiriez? La meilleure viande, les meilleurs pains, le meilleur emplacement?
Les prix les plus bas. Et sa réponse est géniale. Le seul avantage qu'il demanderait, c'est Une foule affamée. une foule affamée. Donnez-moi une foule de gens qui meurent de faim et je leur vendrai n'importe quel hamburger. C'est une métaphore parfaite de sa philosophie. N'essaie pas de créer le désir. Jamais, c'est trop cher, trop long, trop difficile. Tu trouves un désir qui existe déjà, une foule affamée, et tu te contentes de le canaliser vers ton produit. Je comprends l'idée. Mais est-ce que c'est pas un peu simpliste aujourd'hui? Je pense à des marques comme Apple qui ont l'air de créer le désir pour des produits dont personne savait qu'il avait besoin. Est-ce que sa règle s'applique toujours aussi brutalement? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut voir deux choses. D'abord, même Apple, ils partent pas de zéro. Ils ne créent pas le désir pour la communication, la musique ou le statut social. Ça, ce sont des désirs fondamentaux, des foules affamées permanentes. D'accord. Apple a juste créé le meilleur hamburger pour satisfaire ces fins-là. Et ensuite, et c'est surtout ça son point, Albert, il parle de marketing direct, de retour sur investissement immédiat. Tu n'as pas le luxe de pouvoir dépenser des milliards sur 10 ans pour construire une marque. Exactement, il doit vendre maintenant. Et pour ça, oui, sa règle est une loi des reins, on vend pas de la glace aux Esquimaux, on leur vend des chauffages. Je vois la distinction. C'est du pur pragmatisme. Alors concrètement, comment il faisait pour trouver ces foules affamées à son époque? Il insistait sur un point crucial, il faut regarder ce que les gens font et surtout ce qu'ils achètent, pas ce qu'ils disent. Mhm. Il adorait l'exemple des sondages, où tout le monde dit boire de la bière d'importation, alors que les chiffres de vente montrent que les bières de base écrasent le marché. Ou le fait que personne avoue lire le National Enquirer. Et pourtant, c'est un des journaux les plus vendus au monde. Les actes trahissent les vrais désirs. Et son outil pour ça, c'était une sorte d'annuaire, c'est ça? Sa Bible, le SRDS Direct Mail List, un énorme catalogue de toutes les listes de diffusion qu'on pouvait louer. Des listes d'abonnés à des magazines de pêche, des gens qui ont acheté des vitamines. Une carte au trésor, en fait. C'est exactement ça. Une carte au trésor des foules affamées. Et aujourd'hui, quel serait l'équivalent de ce catalogue? Aujourd'hui, on a des outils encore plus puissants. Pense aux communautés sur Reddit, par exemple. C'est une mine d'or pour comprendre les désirs, le langage, les frustrations. Pense aux best-sellers sur Amazon, à Google Trends. Le principe est le même. Trouver les groupes de gens déjà passionnés. D'accord. Et une fois la liste trouvée, il avait des critères pour savoir si elle était bonne? Oui, la fameuse formule RFM. Récence, fréquence, montant. C'est toujours d'actualité, hein. La récence, c'est le plus important. Quelqu'un qui a acheté la semaine dernière est un bien meilleur prospect. La fréquence et le montant. Logique. Mais il ajoutait toujours la meilleure liste du monde, celle qui bat toutes les autres. C'est ta propre liste de clients satisfaits. Ce sont eux les plus faciles à convaincre d'acheter à nouveau. Ok. Donc, on a la discipline, on a trouvé notre foule affamée. Maintenant, on passe à l'action. On rédige la campagne. Et là encore, il commence par un détail que tout le monde ignore. L'enveloppe. Il parle de la pile A et de la pile B. C'est une de ses observations les plus brillantes, je trouve. Pense à la façon dont on trie notre courrier, au-dessus de la poubelle. On fait ça en 2 secondes, machinalement. Voilà, et on fait un tri inconscient. La pile B, c'est tout ce qui crie pub. Les enveloppes glacées, les logos, les messages promo, ça part souvent direct à la poubelle sans même être ouvert. Mission échouée avant d'avoir commencé. Exact. Et la pile A, c'est le courrier qui a l'air personnel. Une lettre d'un ami, une facture, une invitation. On l'ouvre toujours. Donc le but, c'est de faire atterrir son enveloppe dans la pile A. C'est ça. Et pour ça, les détails sont cruciaux. Un vrai timbre, pas une machine. Une adresse de retour, simple, sans nom de société. Le but, c'est de survivre à ce premier tri de 2 secondes. C'est malin. Une fois l'enveloppe ouverte, il faut frapper fort. Et c'est là qu'il donne cet exemple complètement fou. Il a littéralement envoyé de la terre aux gens. Oui, ou plutôt du sable. C'est un attention grabeur. Imagine, tu ouvres une lettre et un petit sachet en plastique rempli de sable tombe sur tes genoux. Ta première réaction, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Exact. Pas, c'est de la pub. T'es obligé de lire pour comprendre. Mais ça pourrait être juste un gadget, non? Un truc qui fait psh. C'est là que réside toute l'intelligence. Le gadget doit être 100% pertinent. La lettre commençait par un truc du genre «Le sable dans ce sachet provient d'une plage privée à Hawa». Et ça enchaînait sur une offre immobilière sur cette même plage. Voilà. Le gadget n'est pas une distraction, il est le point d'entrée de l'histoire. C'est le A de la formule AIDA. Capter l'attention. Seulement après, il peut créer l'intérêt, le désir et appeler à l'action. C'est clair. Une autre de ces techniques, c'est de donner une excuse pour une bonne affaire. Ça me semble essentiel aujourd'hui, avec le cynisme ambiant. Essentiel, personne ne croit à une offre incroyable sortie de nulle part.
La question qui tue, c'est pourquoi moi? Si t'as pas de bonne réponse, ton offre est pas crédible. Il faut fournir une raison logique et flatteuse. Et son exemple le plus spectaculaire, c'est la lettre pour vendre des blasons familiaux, une campagne qui a généré 40 millions de dollars. Attends, une seconde. Tu as dit 40 millions de dollars? 40 millions. Mais c'est pas possible. Comment les gens devaient bien se rendre compte que c'était une offre de masse, non? Quelle était l'astuce? L'astuce, c'était une histoire magnifiquement conçue. La lettre expliquait au destinataire, disons Monsieur Martin, que l'entreprise avait dû créer une plaque en bois avec le blason de la famille Martin pour une séance photo. D'accord. Maintenant que la séance était finie, cette plaque unique était en stock. Et comme il pouvait la vendre à personne d'autre qu'un Martin, il lui offrait, à lui personnellement, la chance de l'acquérir à un prix spécial avant qu'elle ne soit détruite. C'est diabolique. Ça transforme un produit de masse en une opportunité unique. Le client se sent spécial. Exactement. Il passe du statut de cible marketing à celui d'initié. La raison est crédible, elle le valorise et elle crée une urgence. C'est du génie psychologique. Sa méthode, là aussi, elle est complètement contre-intuitive. C'est le moins qu'on puisse dire. Il dit pas lisez des livres sur le copywriting, il dit recopiez à la main les meilleures publicités de l'histoire, mot pour mot. On se dit, mais quel est l'intérêt? C'est de la copie bête et méchante. Mais le but n'est pas intellectuel, c'est une assimilation physique, presque musculaire. En recopiant à la main, tu es forcé de ralentir. Tu sens le rythme des phrases, le choix de chaque mot. La cadence de l'argumentation. C'est ça, c'est comme un musicien qui apprend un morceau. Tu imprimes la structure d'une bonne rédaction dans ton système nerveux. C'est fou ce qu'on remarque en faisant ça. Il cite l'exemple d'Alex Haley, qui a fait ça avec des livres entiers avant d'écrire Racine. C'est un entraînement, pas du plagiat. Précisément, c'est s'immerger dans l'art de la persuasion jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Bon, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, ce qui est frappant, c'est ce lien constant entre, d'un côté, une discipline de vie hyper stricte, presque spartiate, Oui, complètement. et de l'autre, une vision du marketing qui est ultra pragmatique en fait. Ce n'est pas un artiste, c'est un ingénieur de la nature humaine. C'est la meilleure définition. Pour lui, le marketing, c'est pas une question d'inspiration divine, c'est un processus. Maîtriser son corps et son esprit, comprendre le marché en observant la réalité, et puis appliquer des techniques de persuasion éprouvées. Si on ne devait retenir qu'une seule phrase, Ce serait vendez aux gens ce qu'ils veulent déjà acheter. C'est si simple et pourtant si souvent oublié. c'est vrai. Ne pas se battre contre le courant, mais trouver la rivière du désir et y placer sa barque. Tout le reste, c'est l'art de bien naviguer. Et c'est ce qui rend ces lettres intemporelles. Les outils changent. Le SRDS est mort, vive Google Trends, mais la psychologie humaine, les foules affamées, elle ne change pas. Ça nous laisse avec une question pour la route. À notre époque, on croule sous les données sur ce que les gens cliquent, achètent, regardent. On devrait être les rois pour trouver ces foules affamées. Alors quelles sont les foules d'aujourd'hui qui sont massivement ignorées? Peut-être pas parce qu'on ne peut pas les voir, mais parce que leur désir ne colle pas avec l'image policée de ce qu'on pense que les gens devraient vouloir. C'est peut-être là que se cachent les plus grandes opportunités.